Bonsoir à tous. Je n'ai pas d'intro. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder une vidéo compilant 5 histoires d'horreur. Une compilation de pas mal d'histoires inquiétantes, dérangeantes et flippantes. Mais c'est ça qu'on aime. Si vous aimez les compilations extraits d'horreur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça je sais. Si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires laquelle de ces histoires vous avez préférée. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Bonne vidéo à tous. Et on commence tout de suite avec l'histoire de Louane. Louane a actuellement 12 ans et l'histoire s'est passée quand elle en avait 10. Pendant les vacances, Louane allait très souvent chez sa grand-mère accompagnée de sa maman. Et elles y restaient généralement une bonne semaine. Et elle dormait dans la deuxième chambre d'amis qui était réservée pour elle. Parce que la première chambre d'amis était réservée et squattée par leur cousin d'une trentaine d'années. Il disait qu'il n'arrivait pas à trouver un appartement, mais Louane savait très bien qu'il ne cherchait pas vraiment. Le seul gros problème chez sa grand-mère, c'est qu'il y avait énormément de chats. Tout simplement parce qu'elle recueillait et nourrissait tous les chats qu'elle voyait, qu'ils soient errants ou pas. Et en général, ça sentait quand même beaucoup la pisse et le pâté pour chat. Une semaine avant les vacances, la maman de Louane reçoit un message du cousin pour leur avertir qu'il avait quand même finalement trouvé un appartement pas très loin de chez la grand-mère. Comme ça, si jamais elle avait un problème, il savait très vite réagir. Le cousin a très gentiment proposé à Louane et à sa maman de venir dormir plutôt chez lui, plutôt que chez sa grand-mère, pour éviter de se réveiller avec une odeur de pissonné. Sa maman a accepté, ce qui avait de plus normal vu que la maman détestait les chats. Louane et sa maman sont parties de chez elle et elles sont arrivées après 1h30 de route. Elles ont commencé à décharger leurs bagages et Louane se rappelle que c'était très énergique car l'appartement du cousin se trouvait au 5e étage. Après avoir monté la dernière valise, la maman de Louane lui demande d'aller chercher sa trousse de maquillage qu'elle avait oubliée dans la voiture. Et à côté de leur voiture, un peu plus loin, il y avait une Citroën noire. Dedans, il y avait un homme qui avait l'air sous drogue, tout simplement car il regardait devant lui, dans le vide. Sans y prêter trop attention, Louane ouvre le coffre, prend la trousse de maquillage de sa maman, referme le coffre et se retourne vers cet homme. Cet homme étrange, qui, désormais, est en train de la fixer. Et à ce moment-là, Louane a vu une partie de son visage. Il avait d'énormes cernes sous les yeux. Il portait un pull noir et il avait mis sa capuche. Il avait aussi serré les cordons un maximum pour qu'on voit à peine son visage. Après ça, elle ne l'a pas vu le jour d'après. Et d'ailleurs, elle ne l'a pas non plus dit à sa maman, car selon elle, ce n'était pas nécessaire de lui dire, c'était juste un mec qui était complètement drogué et qui était trop def pour faire quoi que ce soit. Qu'il s'était garé dans la première place de parking qu'il a vue pour se reposer et récupérer de sa def. Mais 2 jours après, et d'ailleurs pour tous les jours qui ont suivi, il était exactement à la même place que le premier jour où elle l'a vu. Et il les fixait à chaque fois qu'elle se garait pour rentrer chez son cousin. La maman de Louane n'avait absolument rien remarqué. Et elle n'avait pas envie de lui dire à sa maman car elle pensait qu'elle devenait un peu trop paranoïaque à force de regarder des extraits d'horreur. Le dernier jour, au moment de remettre les bagages dans la voiture, Louane s'est retournée en direction de la voiture. Mais là, la Citroën noire était bel et bien là. Mais il y avait étonnamment personne dedans. Quand Louane est remontée chez son cousin pour prendre les dernières affaires, elle est tombée nez à nez avec ce gars, juste à côté de l'ascenseur. Il était accroupi, le regard complètement vide. Et il était en train de crier à l'aide. « Aide-moi, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à me relever. » Bien évidemment, Louane a pris peur et elle a directement foncé dans la direction de sa maman qui était juste à côté de la voiture. Sa maman l'a vu arriver en courant et en pleurs et a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Louane a raconté à sa maman en quelques secondes tout ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qu'il vient de se passer il y a seulement quelques minutes. Là-dessus, sa maman avait l'air très fâchée, limite à l'engueuler, car peut-être que cet homme avait vraiment besoin d'aide. Soudain, elles se sont toutes les deux dirigées vers cet homme, qui n'avait pas bougé. Il était toujours accroupi juste à côté de l'ascenseur. Mais cette fois-ci, il ne les fixait pas. Il fixait le plafond, le regard complètement vide. Là-dessus, la maman de Louane lui tend la main pour l'aider à se relever. Et tout d'un coup, la maman devient extrêmement pâle et le teint très livide.
quand tout à coup, elle dit à Louane. Ma puce, s'il te plaît, prends mon téléphone. Et donne-le-moi. Il sonne. Ce qui était totalement faux. Mais Louane a compris que quelque chose n'allait pas. Louane a donc pris le téléphone de sa maman et le lui a donné. Et là, elle faisait semblant de parler à son cousin, comme s'il demandait de monter. La maman a fait semblant de raccrocher, elle a pris la main de Louane et elle a sprinté dans la direction de l'appartement du cousin. Sa mère a immédiatement fermé la porte à clé et leur a expliqué que quand elle a aidé l'homme à se relever, elle a aperçu un reflet brillant qu'elle pense être une lame. La maman a donc immédiatement appelé la police et leur a averti de la situation. 15 minutes plus tard, les policiers sont arrivés, mais l'homme avait disparu. La seule chose qu'ils ont retrouvée, c'est le pull noir de l'homme, un peu plus loin dans la rue. Et il y avait bel et bien une lame à l'intérieur. La police n'a rien pu faire car l'homme avait disparu. Louane et sa maman sont donc rentrées chez elles et elles n'ont plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Et voilà les gars, c'est la fin de cette première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo avant de passer à la deuxième, qui est un petit peu plus croustillante. Je vais vous raconter l'histoire que Mathilde a vécue il y a pas si longtemps. Mais d'abord, je vais vous mettre dans le contexte. Il faut savoir que ses parents sont divorcés depuis qu'elle a 6 ans. Actuellement, elle en a 14 et elle va chez son papa une semaine sur 2. Son papa habite à 1h30 de route de la ville, ce qui signifie qu'il habite clairement dans la campagne. Ce week-end-là, c'était l'anniversaire de sa petite sœur. Et donc, son papa et sa belle-mère les ont invités au restaurant, dans le plus grand des calmes. Puisque son père habite à la campagne, il faut plus ou moins compter 40 minutes de route pour arriver au restaurant le plus proche. Ce qui n'est pas rien. Jusque-là, rien d'anormal. Mis à part le fait qu'il faut être vachement déter pour se taper 40 minutes de route pour un resto. Mais enfin bref, ils vont au resto et tout se passe super bien. Jusqu'au moment où ils sont de retour à la maison. Il était environ 23h. Ils venaient d'entrer dans le parking de la maison, quand tout à coup, leur père leur a dit de se taire. Il faisait nuit et ils étaient à 4, toujours dans la voiture. Mathilde nous précise qu'on ne voyait absolument rien, mais qu'en effet par contre, on voyait bel et bien une silhouette qui se tenait dans le jardin. Son père a d'abord pensé que c'était un renard. Mais d'un coup, la silhouette qui était à 4 pattes se redresse et les fixe. Personne ne bougeait, ils étaient tous complètement paralysés par la peur. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que la silhouette a commencé à marcher directement dans leur direction. Au plus la silhouette avançait vers eux, au plus ils pouvaient voir des détails grâce au phare de la voiture. Tout à coup, le père leur a dit « Ok les filles, mettez vos ceintures, on s'en va. » C'est bien ça Bruno, c'est bien. Très bonne initiative Bruno, continue. Le père a redémarré la voiture et sont repartis. Quant à la personne qui se trouvait dans le jardin, elle ne les a pas suivis. Le papa avait décidé qu'ils allaient passer la nuit dans un hôtel à quelques minutes de leur maison. Son père leur avait expliqué pourquoi il avait pris la décision d'aller dormir dans un hôtel. C'est tout simplement parce qu'il avait vu 2 choses. La première chose que le père a vue, c'est que l'homme avait du sang sur son t-shirt. Et la deuxième chose, c'est que cette personne tenait un couteau dans sa main. Le lendemain, ils ont été faire des courses pour avoir de quoi manger et s'habiller, car bien évidemment, ils n'avaient pas du tout l'intention de retourner chez eux. Alors, ils ont décidé d'aller loger quelque temps chez la maman de Mathilde. Ce n'est qu'une semaine après les faits que Mathilde a réellement su ce qui s'était passé. L'inconnu qui se trouvait dans le jardin avait tué les 2 chats de son père. Et très probablement, il voulait aussi s'en prendre à la famille. Il s'est mis à 4 pattes dans le jardin dans le but de ne pas se faire repérer. Mais une fois qu'il a capté qu'il les fixait, il a compris qu'il avait été repéré. Ils n'ont jamais su qui c'était et ils ne l'ont plus jamais revu. Waouh! Bonne petite mise en bouche, n'est-ce pas? À vous de me le dire. Oui. Merci à toi mec. Un petit abonnement et un petit like, tu sais faire? Ouais, bien sûr, mais je fais ça maintenant. C'est un putain de crack. Merci mec.
Hélène voulait nous partager sa seule expérience creepy qu'elle aurait vécue pour l'instant. Et pourquoi pas, peut-être rencontrer des gens qui auraient vécu une situation similaire. Donc si vous aussi vous avez vécu une expérience plus ou moins similaire à celle d'Hélène, n'hésitez pas à venir dans l'espace des commentaires pour qu'on débatte sur la manière la plus adéquate pour réagir face à cette situation. Hélène habite en France, plus précisément du côté de la Haute-Savoie, près de la frontière franco-suisse. Elle habite une maison à un étage avec sa sœur et ses parents. Du coup, les environs, c'est plutôt de la campagne, des forêts et des montagnes. Hélène nous mentionne juste que c'était pas trop rare qu'il y ait beaucoup de policiers au niveau de la frontière pour arrêter tout trafic de drogue. Mais à part ça, c'était très calme. Un soir des vacances d'été, environ 4 semaines avant la rentrée des classes 2022-2023, Hélène était dans sa chambre, avec sa fenêtre ouverte. Petit détail qui a son importance. Et elle regardait des vidéos creepy. Tiens donc Hélène, si tu passes par ici, ça fait super plaisir. Il faut aussi savoir que sa sœur aussi était dans sa chambre et elle jouait à des jeux vidéo, tandis que ses parents étaient eux dans le salon et elle regardait un petit film. Bref, c'est vraiment la soirée geek. Il faut juste savoir aussi que ses voisins étaient dehors dans leur jardin et ils avaient organisé une petite fête. Puis, vers plus ou moins 22h15, Hélène a commencé à ressentir un mauvais feeling, vraiment un mauvais pressentiment. Un pressentiment qui lui disait qu'elle et sa famille étaient vraiment en danger. Elle nous dit clairement qu'elle n'avait jamais ressenti un tel pressentiment. Donc tout simplement, Hélène a été checker ses parents, sa sœur, ses voisins et tout le monde va bien. Mais bon, au moins elle est rassurée. Du coup, Hélène est remontée dans sa chambre en se disant qu'elle est potentiellement devenue parano à force de regarder des vidéos d'horreur. Mais vers 22h40, plus ou moins une demi-heure plus tard, Hélène entend un cri horrifié d'une femme qui vient directement de la rue. Et d'une porte qui se claque. Une porte de voiture qui se claque. Et qui démarre immédiatement avant que le bruit s'estompe. Le cri semblait venir vraiment du trottoir d'en face, à quelques maisons de la sienne. Et Hélène nous dit que le cri avait l'air assez court. Comme si on avait empêché la personne de crier. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, en sortant du restaurant avec toute sa famille, pas très loin de chez elle, Hélène a vu une affiche sur un poteau. C'était l'avis de recherche d'une femme, d'une quarantaine d'années, qui aurait disparu il y a environ une semaine. Et le jour mentionné sur l'avis de recherche était également le même jour que le soir où Hélène a entendu le cri. Évidemment, en tombant sur cet avis de recherche, ça terrorisa Hélène, car elle a réalisé qu'elle n'était pas du tout devenue parano, mais qu'elle avait bel et bien entendu un cri ce soir-là. Jusqu'à maintenant, Hélène n'avait jamais parlé de cette histoire à personne, tout simplement parce qu'elle pensait que personne allait la croire, non seulement parce qu'elle était mineure, et en plus de ça, avec une imagination énorme. Que feriez-vous dans ce genre de situation ? J'aimerais vraiment savoir ce que vous feriez si vous étiez à la place d'Hélène. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires comment vous auriez réagi face à cette situation. L'histoire de Lucie lui est arrivée quand elle avait 21 ans, juste après une tentative de suicide avec des médicaments. Lucie s'est réveillée à l'hôpital au beau milieu de la nuit, et une infirmière était là pour lui dire qu'elle devait remplacer son intraveineuse. Lucie nous dit que l'infirmière avait piqué 2-3 fois dans son bras, mais n'avait touché aucune veine, à croire que l'infirmière était une débutante. Alors là-dessus, Lucie lui a demandé si un autre infirmier pouvait pas le faire. L'infirmière lui a répondu sèchement que non, et que c'est elle qui allait continuer à la piquer. Pendant qu'elle faisait cela, elle poussait et agitait les aiguilles sous sa peau en disant qu'elle essayait d'obtenir la veine. Mais l'infirmière enfonçait l'aiguille de manière très aléatoire, comme si elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. À la 7e ou 8e piqûre, l'infirmière lui dit très clairement qu'elle essayait intentionnellement de lui faire du mal. Et là, Lucie lui demande pourquoi elle fait ça, et lui demande d'arrêter car elle commençait vraiment à avoir mal. Et l'infirmière lui répond juste que c'est de sa faute si elle est là. Bien évidemment, Lucie était beaucoup trop faible pour riposter. Et en plus de ça, c'était au beau milieu de la nuit. Il n'y avait donc personne autour d'elle pour appeler à l'aide. Lucie nous dit qu'elle ne sait pas du tout le nombre de fois que l'infirmière a essayé de la perforer. Le lendemain matin, Lucie était toujours aussi shootée que la veille. Mais cette fois-ci, c'était une autre infirmière qui était venue changer son intraveineuse.
Et là, l'infirmière a été horrifiée. Tout simplement parce qu'elle lui a dit qu'elle n'avait jamais vu une aiguille aussi grosse utilisée sur un patient dit vivant. À croire que l'épaisseur de l'aiguille était véritablement énorme et qu'en aucun cas elle était faite pour une intraveineuse. Lucie nous dit que beaucoup de gens disent que ce n'est pas très grave ce qui lui est arrivé. Tout ça parce que elle va bien et elle n'a pas été blessée. Et cette manière de voir les choses la rend complètement malade. Et moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec Lucie, car ce qu'elle a vécu est sans aucun doute une agression. Mais c'est parce qu'elle nous dit qu'on ne réalise pas ce que c'est d'être seul, shooté, impuissant, et qu'en plus de ça, la personne qui était censée s'occuper d'elle ne voulait en fait juste lui faire souffrir encore plus. Si tu es resté jusqu'ici, déjà je te remercie, vraiment. Et en plus de ça, tu vas pouvoir découvrir comment deux jeunes ados ont réussi à piéger leur agresseur. Il faut juste savoir que si tu vois quelques gouttes de transe sur mon visage, c'est pas parce que j'ai peur, mais c'est bien parce qu'il fait 57 degrés dans cette pièce. Et je vous propose de directement passer à l'histoire de Théo. C'est parti. L'histoire de Théo s'est passée en février 2022. C'est donc très récent. Théo et son pote venaient tout juste d'avoir 16 ans. C'était un vendredi, et Théo venait de finir son entraînement de football dans un club de sa ville, vers plus ou moins 20 h. Sauf que ce soir-là, Théo et son pote avaient décidé de rester un petit peu plus longtemps pour un peu s'entraîner avec les U18. Du coup, à deux, ils sont sortis du stade vers 21h15. Ils nous précisent qu'ils habitaient dans le même quartier et que celui-ci se trouvait à environ 25 minutes de marche. Et que malheureusement ce soir-là, le bus avait 1 heure de retard. Du coup, ce soir-là, ils ont pris la décision de rentrer à pied. Ils commencent à marcher et ils parlent de tout et de rien. Sauf qu'au bout de quelques minutes, Théo ressentait un très mauvais pressentiment. Il avait l'impression qu'ils étaient suivis. Théo nous dit qu'il avait entendu un bruit derrière eux, comme des bruits de pas. Alors que logiquement, il n'y a personne vu que derrière eux, il y a une forêt. Du coup, Théo se dit qu'il doit faire quelque chose car il n'aime vraiment pas ce pressentiment. Là-dessus, Théo prend son téléphone dans le but de faire un snap. Mais ce petit génie, il n'a pas ouvert Snap pour faire une photo de lui. Il a bel et bien ouvert Snap dans le but de se filmer. Mais pas que. De se filmer et de voir ce qui se passe derrière lui. C'est un putain de crack ce gars. Soudain, Théo a été surpris et mort de peur quand il a vu dans la vidéo que quelqu'un était bel et bien derrière eux. Un homme habillé tout en noir qui tenait un couteau dans sa main. Comprenant la gravité de la situation, Théo décide d'envoyer la vidéo à son pote qui se trouve juste à côté de lui, en lui disant de ne pas se retourner, pour ne pas trahir le fait qu'il sache qu'il est derrière eux. Tout en message, ils ont décidé d'établir un plan. Ils se sont dit qu'ils devaient se séparer au prochain carrefour. Lui à gauche et Théo à droite. Dans ce cas, la personne qui les suivait aura donc deux choix. Soit il arrête de les suivre, soit il suit l'un des deux. Dans le deuxième cas, celui qui n'était pas suivi devait immédiatement appeler la police pour sauver l'autre. Du coup, quand le moment arrive de se séparer, l'homme ne bouge plus. Comme s'il réfléchissait pendant une dizaine de secondes. Et l'homme commence à suivre son ami. Théo le prévient immédiatement par message pour lui dire que l'homme est à sa poursuite. Et ensuite, Théo appelle immédiatement la police comme il était convenu. Théo les prévient de la situation et la dame au téléphone leur avertit que la police sera là dans 5 minutes et qu'il fallait rester en ligne. Théo prend la décision de suivre l'homme qui les suivait, et pour le coup, son ami, pour lui assurer qu'il ne lui arrivera rien. Au bout de 3 minutes, ils entendent les sirènes de la police. Heureusement, cela a suffi pour que l'homme parte en courant. La police est arrivée et Théo et son pote ont fait leur déclaration. Et entre-temps, leurs parents les ont rejoints. Malheureusement, ils n'ont pas eu des nouvelles de cet homme malgré toutes les recherches de la police. Du coup, depuis cette nuit-là, Théo se pose les mêmes questions encore et encore. Que se serait-il passé si Théo n'avait pas entendu les bruits de pas? S'il aurait fait passer son instinct en second plan? Si l'homme n'avait pas attendu 10 secondes avant de choisir sa cible? Si la dame de la police ne les avait pas crus? Si l'agresseur avait un complice au lieu d'être seul? Et surtout, pourquoi le mec les a suivis? Vous n'allez quand même pas me dire que ces deux ados ne sont pas des génies? La strate de ouf qu'ils ont mis en place sous pression et à seulement 16 ans? Vraiment, chapeau à eux. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo.
J'espère que ces 2 petits threads d'horreur vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. En plus de ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Dans l'espace des commentaires, je lis tous vos messages et ça me fait super plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer, n'hésite pas à t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.